19e siècle, le Congo devient la propriété privée de Léopold II, roi des Belges. En 1908, il est cédé à la Belgique qui exploitera ses richesses pendant plus de 50 ans. En 1960, le Congo devient indépendant. Patrice Lumumba est élu Premier ministre du nouveau pays. Soupçonné d'être communiste, Lumumba s'attire l'hostilité des puissances occidentales. Il est assassiné en 1961 et remplacé par un jeune colonel, Mobutu. En 1965, Mobutu s'autoproclame président. Il régnera en dictateur sur le pays pendant 32 ans. Depuis la mort de Mobutu, le pays a encore connu 5 années de guerre. Mais aujourd'hui, l'espoir souffle à nouveau. Pour la seconde fois depuis l'indépendance, les Congolais vont élire leurs dirigeants. Le journal Jean-Claude Mbakamanga. C'est une étape importante pour la réussite du processus électoral en RDC. Le président de la commission électorale indépendante est au micro de Peleki Pelamondo. Je voudrais donc demander à chacune et à chacun de donner le meilleur de lui-même. Le peuple congolais nous regarde et il aspire réellement aux élections libres, démocratiques et transparentes. Il a déjà même manifesté son impatience quant à la fin de la période de transition. Au peuple, au peuple, au peuple, au peuple, au peuple. Nous allons faire une élection propre et saine. Choisir un homme capable de sortir le pays de l'impasse. Pouvoir. Au peuple. Nous devons retracer la vérité. Le peuple doit exercer la pression pour retracer la vérité sous pression. Amenez-nous aux élections. Si on ne nous amène pas aux élections, la population va réagir. Et ça sera des actions fâcheuses. Pour que demain ou après-demain, nos enfants ou nos petits-enfants parlent de la révolution congolaise. Prononcer le mot élection ne suffit pas à effacer les blessures du passé. Depuis 1998, 4 millions de personnes sont mortes au Congo, soit un 11 septembre tous les jours, pendant presque 4 ans. Face à cette situation, la crise humanitaire la plus meurtrière au monde, l'ONU a dépêché sur place près de 17 000 casques bleus. La MONUC est la mission la plus importante de l'histoire de l'ONU et coûte chaque année $1 milliard. Le pays était vraiment détruit par 4 à 5 années de guerre, au moins 15 ans d'instabilité chronique et 44 années de malgestion. Bon, pour toutes ces raisons, il reste capacité très limitée maintenant. Pour avoir une bonne transition, on a besoin de la communauté internationale. Joseph Kabila a été nommé président du Congo en 2001 lorsque son père, Laurent Désiré Kabila, est mort. À la tête du gouvernement de transition, le jeune chef de l'État partage son pouvoir avec 4 vice-présidents, selon la formule dénommée 4 + 1. Le Congo, notre pays, s'est divisé. Par la mauvaise politique des dirigeants politiques qui sont passés tour à tour, le Congo est entré en guerre. La guerre,
Parmi ces 5 hommes, on compte des chefs rebelles et des dirigeants militaires. Avant de se rassembler au pouvoir, ils ont tous été impliqués dans la guerre qui a déchiré le Congo pendant 6 ans. Notre objectif de la création de ce mouvement était de pouvoir, à l'époque, combattre le régime de Laurent-Désiré Kabila. Nous avions une armée très forte. Nous avons conquis jusqu'à plus de la moitié du pays. Comment contester le pouvoir Kabila? J'ai pensé que peut-être qu'il comprendra le langage des armes. La guerre, il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a. L'économie est par terre ou il n'est pas par terre? Elle est par terre. Enfin, on avait une sorte de fantôme de pays et qu'il n'était pas facile de mettre ensemble les morceaux. En ce qui concerne l'histoire du pays, depuis 44 ans, je crois bien que la situation, nous pouvons qualifier cette période d'une catastrophe. C'est comme ça. Les élections doivent se tenir. Ils ont commencé la transition et ils doivent terminer la transition avec la tenue des élections. Dans les délais impartis. S'il n'y en a pas, on parlera de la révolution congolaise. C'est nous les Congolais. Nous allons décider. Parce que nous sommes les derniers arbitres. Nous sommes un peuple souverain. Ça ne sera plus l'affaire d'un parti politique, ça sera l'affaire du mouvement populaire. 40 years down the road, we've never organized election. And with the Independent Electoral Commission, the support from the South African Independent Electoral Commission, we believe that this will go a long way. Pour enfin pacifier le pays, l'Afrique du Sud, avec le soutien de l'ONU, a partagé la présidence entre les 5 anciens ennemis. Moi, je me pose la question, ce gouvernement avec un président et 4 vice-présidents, mais qu'est-ce qui a motivé cette structure-là? Mais la seule chose qui a motivé cette structure, c'était comment mettre tous ces gens à la table. Chacun veut avoir le pouvoir. Allez, 4 vice-présidents. C'était pour atténuer les appétits du pouvoir. En attendant les élections, les Congolais doivent faire confiance à ces hommes. Ceux qui ont déchiré le pays doivent désormais le mener vers la démocratie. Le chemin vers cette démocratie commence en 1990. À cette époque, le Congo s'appelait encore le Zaïre. À sa tête, le président maréchal Mobutu vivait dans un luxe que plus rien n'égalait. Mais alors qu'il sentait vaciller son pouvoir, le président décida d'offrir la parole au peuple afin, disait-il, de dresser un bilan de l'état du pays. Pour la première fois depuis l'accession au pouvoir de Mobutu, le peuple allait pouvoir s'exprimer. Pour la première fois depuis l'indépendance, un espoir était né. Celui que la conférence nationale pourrait mettre fin à la dictature. On espérait de la conférence nationale un changement. On espérait de la conférence nationale une ouverture à une certaine démocratie. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que la dictature. Hein. La dictature, ça veut dire, vous faites des marches sur la route, ils viennent avec des armes, ils tirent, et les gens tombent, ils meurent. Vous n'avez rien à dire. Mais alors, pouvoir dire, on va nous donner la parole, chacun pourra dire ce qu'il pense, tout le monde espérait. Ce n'est pas une première en Afrique, il y a déjà eu des conférences nationales au Bénin, au Congo-Brazzaville, et la population du Zaïre de l'époque aspire, elle aussi, à une sorte de grand déballage, de remise à plat de toutes les erreurs du régime, de tous les problèmes, qui devraient déboucher vers la démocratisation. C'était à cause de la perestroïka qui a donné le mouvement des libertés fondamentales et tous les systèmes qui ne s'accommodaient pas des libertés fondamentales parce qu'elles étaient autocratiques ou dictatoriales, et nous en avions un, devaient trouver le moyen de s'organiser pour entrer dans la mentalité démocratique du monde. C'est ainsi qu'on avait mis à la tête de la conférence nationale un évêque. Pourquoi est-ce qu'on a mis un évêque? Parce qu'on savait bien que lui n'allait pas s'accrocher au pouvoir. Nous, on savait que lui, même si on lui demandait, mais s'il te plaît, 2 ans ou 3, mais ça serait juste pour mettre les trains sur les rails, et qu'il allait partir, et que pour une fois, on allait avoir des gens que nous, on aurait élus. Pour une fois, nous allions avoir des gens à qui nous pouvions dire des choses. Parce que nous estimons que si on a au pouvoir des gens que nous avons élus,
Ces gens nous sont redevables. Et en cas de difficulté, on peut leur demander des comptes. Mais lorsque vous avez des gens dont le pouvoir vient de l'extérieur, mais ces gens, ils vont parler comme Mobutu. Mobutu nous a dit « Je ne dois rien au peuple congolais ». Il disait zaïrois, « Je ne dois rien au peuple zaïrois. Le peuple zaïrois me doit tout ». Donc, nous, on attendait beaucoup de la conférence nationale. La majorité qui ont assisté à cette conférence, qui comprenait à peu près 2400 personnes, la majorité était composée de gens du MPR, donc les combattants de Mobutu. Malgré ça, j'ai été élu à cette conférence Premier ministre du gouvernement de transition. Mais M. Mobutu ne voulant pas entendre parler de ça, parce que sa lettre, mon gouvernement était un gouvernement qui allait avoir ou partager avec lui les compétences. Mobutu ne l'entendait pas de cette manière-là, il voulait être seul maître à bord. Il a tout fait pour torpiller l'aboutissement heureux de cette conférence. Donc vous ne voulez plus de M. Tshisekedi comme candidat formateur de ce gouvernement de salut public? Vous l'avez dans mon message. Je demande qu'on propose un autre nom. Si ce candidat est de nouveau M. Tshisekedi, l'accepterez-vous? Non. En fait, tout le monde savait que si elle aboutissait à un résultat qui n'était pas celui que Mobutu escomptait, il n'hésiterait certainement pas à recourir à la violence de son armée, de sa garde présidentielle. Et donc, c'est ainsi que Monseigneur Monsengo, les acteurs politiques, ont préféré couper court et qu'au fond, la conférence nationale s'est terminée en queue de poisson. Malheureusement, des intérêts partisans ont empêché l'application de tout cela et on a fait un gâchis inutile en acceptant par après l'inacceptable, c'est-à-dire des choses qui allaient exactement à l'encontre de toute l'orientation prise par le pays dans sa conférence nationale. On a trahi le peuple, en fait. Et là, aussi bien la conférence nationale, aussi bien tout le peuple qui dit « nous, on n'est pas d'accord avec vous », et puis la maladie qui vient tout couronner, et Mobutu va tomber. Il va tomber. Après l'échec de la conférence nationale, le pays s'enlise encore plus dans la corruption et les pillages. Tout espoir de changement semble enterré. Mais rien ne prépare le Zaïre à l'histoire qu'il est sur le point de vivre. À la frontière est du Zaïre se trouve un petit État, le Rwanda. Le drame qui s'y prépare va déclencher une vague de bouleversements dans le pays voisin. Tout commence le 6 avril de cette année 1994, lorsque l'avion du président Habyarimana est abattu par un missile. Cet attentat coûte la vie au président rwandais Hutu et déclenche le plus gros génocide de la fin du XXe siècle. Partout dans le pays, les radicaux Hutus massacrent leurs voisins Tutsis et Hutus modérés. En 3 mois, 800 000 personnes sont exterminées. Ce génocide coûte la vie à plus d'un Rwandais sur 10. Depuis quelques mois, dans l'Ouganda voisin, un groupe de Tutsis exilés avait pris les armes. Le FPR, Front patriotique rwandais du général Paul Kagame, était entré au Rwanda et progressait vers la capitale pour reprendre le pouvoir aux Hutus. À mesure que les Tutsis du FPR avancent dans le pays, les Hutus rwandais s'enfuient vers le Zaïre par crainte des représailles. En quelques semaines, 1 200 000 Rwandais déferlent dans la province zaïroise du Kivu et s'entassent dans des camps à quelques mètres de la frontière. Ils sont entrés au Zaïre de l'époque avec tout ce qu'ils avaient, le véhicule, les animaux et d'autres biens. Les militaires étaient armés, mais lorsqu'ils arrivaient au niveau de la barrière, on les désarmait. Mais tellement qu'ils étaient nombreux, on n'arrivait pas à désarmer tout le monde. Chassés du pouvoir au Rwanda, les anciens génocidaires, armés, se dissimulent parmi les réfugiés civils.
Leur pays n'est pas loin, il suffit de traverser la rivière qui marque la frontière. Très vite, ils reprennent les entraînements. Ils s'organisaient et ils avaient cette intention de rentrer un jour, même par la force, chez eux. Face à cette menace qui grandit à ses frontières, le général Paul Kagame, désormais vice-président du Rwanda, tente d'abord d'alerter la communauté internationale. We believe they can decisively be disarmed and relocated to places where they do not pose an immediate security problem to Rwanda. We appeal to the international community within the framework of the United Nations. Mais celle-ci reste sourde à ces alarmes. Alors Paul Kagame choisit la force. Toujours soutenu par l'Ouganda et son président, il décide d'attaquer l'immense voisin zaïrois pour se débarrasser des camps de réfugiés. Mais il lui manque un motif suffisant pour lancer l'agression. Or, dans l'est du Zaïre se trouve un ancien maquisard, Laurent Désiré Kabila. Opposant de longue date à Mobutu, il rêve de renverser le vieux dictateur. Le président ougandais Yoweri Museveni connaît Laurent Désiré Kabila. Il le présente à son ami Paul Kagame et lui fournit ainsi le prétexte qu'il cherchait. L'invasion du Zaïre sera une révolte zaïroise, celle de Kabila contre Mobutu. Je viendrai en Belgique pour défendre notre position devant le peuple. Ça, c'est le scoop. Quand? À quelle date? Mais il faut qu'on me facilite les choses. Je vais discuter avec mes amis. Au passage, le Rwanda et l'Ouganda pourront attaquer les camps de réfugiés. Commence alors le recrutement d'une armée bien particulière. C'était en 1995. Pendant les vacances, on organisait l'équipe de football, les associations, pour jouer dans les quartiers. Alors, il y a un type, un mec, il était venu nous intéresser, il dit que non, lui, il veut qu'il soit notre président de l'équipe. Il nous a dit, demain, je vais venir vous prendre. Vous êtes au nombre de combien? Nous étions au nombre de 13 personnes, 13 enfants. Oui. Moi, j'avais 13 ans. Le lendemain, il était venu avec les Dayatu, il nous a embarqués, nous tous, dedans. Et on a traversé bonnement jusqu'au Rwanda. On a vu les militaires commencer à nous entourer, nous dit que non, nous avons besoin de vous. Et puis, on a commencé les formations militaires. Il y a mon ami qui a tombé mort là-bas. Il était parmi les petits qu'on a quittés ensemble ici. On lui a enterré seulement dans les couvertures, sans même les cercueils. Je me demande, mon Dieu, moi aussi, si je meurs à cette terre, comment ma famille va être informée que je viens de mourir comme ça? Kabila n'avait pas d'armée. Ces Kadogo-là, c'est une armée. Ce n'est pas une armée. L'armée était rwandaise. Ces enfants soldats qu'on a mis dans l'armée, malgré eux. Mais l'une des premières choses qu'on leur fait, c'est quoi? Apprendre à tuer, apprendre à faire du mal sans broncher. Et ça commence par la drogue. Hein? Essaye. Oh, mais non, c'est dur. Allez, prends ça. Allez, paf, il arrive à faire ce qu'il ne faisait pas. Et tout le monde l'applaudit. On forme des gens qui deviennent des robots à tuer. En Swahili, la langue parlée à l'est du Zaïre, Kadogo veut dire tout petit. Ces enfants soldats sont enrôlés par milliers pour former l'armée de Laurent Désiré Kabila. Le Rwanda et l'Ouganda enrichissent les troupes avec leurs propres soldats et quelques Zaïrois fatigués du règne de Mobutu viennent eux aussi grossir les rangs. Ainsi se forme une armée hétéroclite nommée AFDL, Alliance des Forces Démocratiques de Libération. À sa tête, le Rwanda et l'Ouganda placent leur protégé, Laurent Désiré Kabila, qui s'engage en échange à leur céder l'exploitation d'une partie du territoire zaïrois. En octobre 1996, l'AFDL se met en route avec deux objectifs distincts. Kabila et les Zaïrois veulent conquérir l'est du pays. Le Rwanda et l'Ouganda entendent profiter des richesses du Zaïre, mais veulent avant tout attaquer les camps de réfugiés.
Lorsque l'AFD est arrivé, le premier objectif à attaquer, c'était les camps de réfugiés. On a pilonné les camps de réfugiés. Oui, on a attaqué beaucoup de camps. C'était grave, hein? C'était grave, on tue. Vraiment, c'était un carnage. Les enfants, les mamans, les vieux, les jeunes, ainsi de suite. Ceux qui ne pouvaient plus marcher ou comment, ils ont été massacrés, ça c'est vrai. Et effectivement, j'ai assisté, je vis les cadavres des Rwandais partout, des réfugiés rwandais partout dans la ville. Ça c'est vrai. On a ordonné, on dit que non. On doit tuer tout. Toutes les personnes qui vont nous combattre, toutes les personnes qui seront contre nous, le libérateur, il faut qu'on les tue. En quelques jours, la FDL rase les camps. Beaucoup de réfugiés sont massacrés. La plupart des autres s'enfoncent dans l'intérieur du pays. Les anciens génocidaires, eux, resteront dans les campagnes du Kivu, d'où ils continueront pendant des années à déstabiliser la région. La FDL commence la conquête du pays. Sur sa route, elle ne rencontre qu'une faible résistance. Les soldats de Mobutu sont mal payés, mal armés et faciles à corrompre. L'armée rebelle continue à progresser et les militaires ne se battent presque pas. Si nous dit de déposer des armes, nous allons déposer avec sincérité. Nous ne voulons pas de désordre, nous ne voulons pas de bain de sang ici à Kinshasa. Les ennemis de notre peuple choisissent le moment où je suis terrassé par la maladie pour me poignarder dans le dos. En mai 1997, 8 mois après son départ du Rwanda, la FDL de Laurent-Désiré Kabila entre dans Kinshasa et contraint Mobutu à l'exil. Pour marquer la fin de cette dictature de 32 ans, le nouveau chef de l'État change le nom du pays. Le président de l'AFDL, M. Laurent-Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. La joie immense. On était des esclaves, maintenant nous sommes libérés. Ça n'a pas passé quelques semaines, la ville de Kinshasa a été tombée. On est arrivé là-bas. On commence à nous appeler les libérateurs, les Kadogo. Partout on chante des libérateurs, les victoires. Et à Kinshasa, là-bas, on a commencé une bonne vie avec le président. On se promène partout à la République avec lui. Il ne peut pas quitter dans la maison sans me demander. Il dit Kadogo, il est où? Et j'arrive, on part avec lui. En septembre 1997, après avoir détenu le pouvoir absolu pendant plus de 30 ans, le président maréchal Mobutu décède au Maroc. Celui qui se voulait immortel succombe à un cancer loin de son pays. Moi, Laurent-Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Exténués par 32 années de dictature, les Congolais font un triomphe à Laurent-Désiré Kabila. Pour eux, il est celui qui a renversé le grand dictateur. Mais le fort ne dure pas. En fait, il est encadré par ceux qui l'ont porté au pouvoir, il est encadré par des représentants du pouvoir rwandais et ougandais. Celui qui arrive n'est pas un vainqueur, c'est un otage. Et donc, ce moment qui aurait dû être celui de la joie et de la libération est un mouvement, dès le départ, empli d'ambiguïté et d'appréhension. Le chef d'état-major de l'armée congolaise, James Kabarebe, est lui-même un officier rwandais. Et l'armée est confiée à un Rwandais? Mais c'est quoi ça, nous libérer? Donner l'armée du Congo à un Kabarebe qui est un Rwandais? Mais ça, c'était nous enfoncer. Et puis,
secrétaire particulier rwandais, mais non, mais tout ça c'était pour prendre le pays. Et ça, les gens ont vu dès qu'ils sont arrivés. Kabila, c'est quelqu'un que les gens là qui l'ont amené ont choisi. On vous prend, on veut faire de vous un président. Alors à l'inverse, tu vas nous donner ça, tu vas nous donner ça. Il était lié. Sous prétexte de consolider le nouveau régime, Laurent-Désiré Kabila, le libérateur, confisque à son tour le pouvoir politique. Il interdit les partis autres que le sien et écrase les tentatives d'opposition. Lors de la venue du chef de l'État en Belgique, la communauté congolaise manifeste son mécontentement. Parmi les protestataires, des militants de l'UDPS détiennent Tshisekedi. Très vite, Kabila éloigne Tshisekedi de Kinshasa. Tshisekedi, il dira à Kabila, les gens qui t'ont amené, si c'est vraiment du bien qu'ils ont fait pour toi, dites-leur de partir, qu'ils nous fassent une facture, nous allons payer. Tu n'aurais pas dû dire ça. Allez, on arrête Tshisekedi, on le relègue dans son village natal pour avoir dit ça. Je pense qu'on lui a même prêté un motoculteur avec des choses, des semences. Il n'y a pas de martyr. Laurent-Désiré Kabila, porté par l'armée rwandaise, a pu chasser Mobutu et occuper le pouvoir à ce moment-là. Et de son côté, Kabila voulait aussi instaurer à son tour une dictature où il était aussi maître à bord. Il a tout fait pour torpiller la démocratie naissante et le progrès qui était déjà prévu. Mais en août 1998, l'alliance entre Kabila et ses parrains éclate. Le Rwanda et l'Ouganda, mécontents d'un Kabila trop indépendant, trop nationaliste, font mine de quitter Kinshasa. Le 2 août, ils envahissent à nouveau le Kivu. Dans le même temps, ils infiltrent leurs propres hommes à Kinshasa, coupent l'eau et l'électricité de la ville et tentent un coup d'État. Mais Kabila et les siens ripostent. Ils appellent la population à renvoyer cette nouvelle guerre d'où elle est venue et à chasser les nouveaux rebelles. Pour nous, ce sont des déchets et c'est même des microbes qu'il faut qu'on éradique avec méthode, avec résolution. Et le temps que vous voulez que je chiffre dépend de la résistance des microbes. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes décidés à utiliser la médication la plus efficace. Enflammée par les discours haineux de ses dirigeants, la population de Kinshasa se livre à une véritable chasse aux Rwandais, aux Ougandais et à ceux désignés comme tels. Chassés de la capitale, les Rwandais et les Ougandais s'installent dans l'est du Congo et continuent à exploiter ses richesses. Pour justifier la nouvelle invasion, ils utilisent la même recette qu'en 1996. Ils créent de toutes pièces un mouvement de rébellion congolais. Apparu 3 semaines après la première attaque, ce mouvement s'appelle le RCD, le Rassemblement congolais pour la démocratie. Comme la FDL de Laurent-Désiré Kabila en son temps, le RCD servira de couverture aux Rwandais pour envahir le grand pays voisin. Parmi les soldats rwandais, ougandais et burundais se trouvent aussi des Congolais décidés à se débarrasser du nouveau dictateur. L'homme qui devient porte-parole de ce mouvement s'appelle Arthur Zaidi Ngoma, mais rapidement il quitte le RCD. Vous savez, le RCD, littéralement, c'est le rassemblement de Congolais pour la démocratie. Tant que c'est le rassemblement de Congolais, bravo. Et pour la démocratie, bravo. Mais si ça ne mérite pas ces couleurs, si ça ne défend pas ces couleurs, là, ce n'est plus le RCD. Et donc très vite, Zaidi Ngoma, qui a fait le voyage à Kigali, se rend compte qu'il est utilisé comme Kabila aurait dû l'être un an avant, et il rompt avec Kigali et il revient à Kinshasa en disant c'est pas possible, je ne veux pas être le collaborateur d'un pouvoir étranger, et il préfère retourner à Kinshasa. Ce n'était plus un combat pour la démocratie, mais ça devient un combat de prédation qui ne mérite pas d'être.
Le Rwanda et l'Ouganda sont bien décidés à mener ce combat malgré tout. Pour mettre la main sur les richesses du Congo, ils remplacent Zaidi Ngoma. Le mouvement se dote finalement d'un autre chef, Azarias Ruberwa. Le RCD n'est pas l'expression de la politique rwandaise, loin de là. Sinon, si nous devrions être tels, parce que nous sommes dans les institutions, du fait d'avoir eu pour un allié le Rwanda, à un moment donné de l'histoire, que dire de ceux-là que le Rwanda a conduit au pouvoir physiquement? Que dire de ceux-là que l'armée rwandaise a accompagné jusqu'à Kinshasa? Que dire de ceux-là que Kigali a installé physiquement au pouvoir à Kinshasa, dans les fauteuils? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En parallèle du RCD qu'il soutient avec le Rwanda, l'Ouganda équipe un autre mouvement rebelle, le MLC, Mouvement de libération du Congo. Quelque temps après le RCD, le MLC envahit à son tour le territoire congolais. Son rôle à lui est de camoufler l'intrusion de l'armée ougandaise. À la tête de la rébellion, un autre Congolais, Jean-Pierre Bemba. C'est l'armée ougandaise qui a convoqué Jean-Pierre Bemba à Kampala, qui lui a dit, voilà, vous êtes un jeune homme plein de promesses et d'entre-gens, nous pouvons vous donner quelques bataillons pour créer votre propre mouvement de libération qui va se déployer dans la région de l'Équateur. Lorsque nous avons démarré notre mouvement de libération, nous avons eu le soutien donc, de l'Ouganda, effectivement, du président Museveni. Il nous a accordé des instructeurs pour la formation de nos hommes, de nos troupes, parce que nous voulions que ce soit un mouvement de Congolais et la libération des Congolais, par les Congolais. Et effectivement, nous avons eu l'assistance au niveau de l'Ouganda d'instructeurs pour former notre armée. C'est ainsi que deux armées étrangères entrent simultanément au Congo. Au nord, parrainé par l'Ouganda, le MLC progresse en s'arrogeant au passage les mines de diamants. À l'est, le RCD contrôle la province du Kivu. Il avance avec le même appétit vers le cœur du Congo, engrangeant sur sa route or, pierres précieuses et autres minerais. Le MLC et le RCD doublent leur pillage d'une occupation militaire. En 2000, les deux mouvements parviennent à Kisangani, le cœur du Congo. Mis en appétit par les richesses qu'ils ont amassées sur leur chemin, le Rwanda et l'Ouganda refusent de se partager le butin. Fini le MLC, fini le RCD, les deux pays tombent les masques et leurs armées s'affrontent ouvertement sur le territoire congolais. Là-bas, vous voyez des bombes, des éclats qui a touché partout, même ici, là-bas, même partout. Ces jours-là, nous étions en dessous ici, nous allons visiter encore. C'est ici qu'on s'est caché. Pendant la guerre, les voisins, n'importe qui, les gens qui prenaient fuite, on s'est caché ici. On était plus ou moins 50 personnes. Tout ce que vous voyez ici, c'est les résultats des affrontements sanguinaires et meurtriers entre les deux armées rwandaises et ougandaises qui se sont battues pendant la guerre de 6 jours ici à Kisangani.
les Ougandais tiraient et les autres ripostaient. C'est ce qui a causé de tels dégâts matériels que vous voyez. Pendant cette guerre, qu'on appellera la guerre des 6 jours, plus de 6000 obus se sont abattus sur Kisangani. Plus de 6000 obus qui tombent sur une ville comme Kisangani. Et tous les gens me disent, mais si tu vas là-bas, tu vas pleurer, ce n'est plus comme quand tu étais. Alors à ce moment-là, je vais poser la question, ceux qui ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils nous ont amené? Ils nous ont amené les ruines, ils ont fait de nos villes des ruines. 2 armées bien équipées, bien aguerries, se battent en territoire étranger, ce qui est quand même une situation tout à fait exceptionnelle. Se battent en territoire étranger et au détriment de la population civile, va se solder par la victoire militaire des Rwandais. Je crois que la vraie rupture définitive entre les 2 pays s'opère là sur les ruines de Kisangani et sur les corps des populations congolaises qui, faut-il le dire, ce sont elles qui vont payer le prix de la guerre bien plus que les militaires des 2 armées. Avec la guerre des 6 jours, le Congo atteint le comble de son déchirement. Le Rwanda et le RCD d'Azarias Ruberwa contrôlent l'est du pays. Au nord, c'est le MLC de Jean-Pierre Bemba qui domine, soutenu par l'Ouganda. Sur le reste du territoire, le président Laurent Désiré Kabila maintient son pouvoir avec l'aide de nombreux pays. Appâtés eux aussi par les ressources naturelles du Congo, l'Angola, le Tchad, le Soudan, le Zimbabwe et la Namibie se sont ralliés à Kabila. Ainsi, au gré des alliances, chacun se taille une part dans les richesses du pays. Et sur tous les fronts, des hommes, des femmes et des enfants meurent. On était toujours à côté des armes. Des armes, beaucoup de commandants, de Katangais, les Swahili, les gens ne connaissent pas la langue. C'était un peu difficile. Et puis, ils s'accaparaient même des femmes des autres, l'autrui. Et surtout les alliés, là, les Zimbabwéens, les Namibiens, tout ça. Ils avaient envahi la ville. La ville était devenue vraiment... Nous étions dans une insécurité totale. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il y a beaucoup de gens qui ont été violés, des femmes qui ont été violées. Je me vois une photo où une femme allongée et les militaires rwandais sont en train de lui couper les clitoris. Ça, j'ai vu. Et alors, j'ai vu des gens violés par des malades, des gens qui ont les sida, qui vont violer les jeunes filles et les jeunes mamans. Non, mais on a vu des horreurs dans le Kivu. Kule kwenye walipie vitu vyote, wakashambula vyote, wakabeba mnyumba, na bwanangu naye wakamuua, na baba na mama wote wakawaua. Maanake hivi niko yatima, kukosa baba, kukosa mama na kukosa bwana. Vile vita njo iliniletea vile vyote. Ili kunikamata njo wakaniharibisha, na nilikuwa na mimba ya miezi 9. Hata na wewe ujiweke pahali yangu. Ulikuwa na wale bajamaa wako wote, kisha bakie wewe peke. Kisha ile kubakia wewe peke. Manake vilionekana kama siye ba mama, manake papa wote waliundaka, manake waliundaka vita ikuye, manake tulikuwaka tulizaliwaka, mwanamke njo alizalaka bwana. Na kama mwanamke Mungu alishushaka nguvu zika mwanamke akapata ile mimba, akazala ule bwana, na ule bwana manake hataki vivi aonekane mumacho. Na njoo maana tuliharibikaka, manake hawatupendi kwa kuwa kisi tunaweza ishi na siye mudunia. Manake wanaona kama Mungu alifanyaka mbaya kwa kuumba mwanamke. Manake njoo maana uangalie kikundi sawa hiki kwa mama kabisa kugonjwa kukaa moya tu. Na wenyewe viko wanapona na wengine wanalala masale wanalala. Wenyewe viko wanapona wanasidia. Kila siku wanapona kama kusidia wanaenda. Hasa manake vita ilikuyaka kwa juu siye tubakie mayatima na baveve.
Congolais, mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo est en deuil. Le 16 janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est assassiné. Et pour le type qui a tué Kabila, il était un ami à moi. C'est un ami. À l'époque, il travaillait dans les camps Tchatch de Rachidi. Lui, c'est Rachidi. Et là-bas, on met l'arme et l'or. C'est moi qui est là-bas. Oui. Comme Ruffin, Rachidi Kazarake était l'un des nombreux Kadogo en lesquels Kabila avait une totale confiance. Officiellement accusé du meurtre, le jeune garde du corps a été tué immédiatement après l'assassinat du président. On n'a jamais su qui en étaient les commanditaires. Au fond, tout le monde avait intérêt à la mort de Kabila. Je crois que c'est surtout ça qu'il a emporté. Tout le monde avait intérêt, bien entendu, ses opposants, les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda, qui estimaient qu'il n'avait pas rempli le contrat initial. C'était le monde occidental dans son ensemble qui se trouvait en face d'un dirigeant qui invoquait des principes révolutionnaires, marxistes. Tous les étrangers qui avaient misé sur Kabila lors de la Première Guerre ne s'y retrouvaient pas, ne retrouvaient pas leur compte, parce que l'homme se révélait beaucoup plus nationaliste, plus indépendant, plus incontrôlable qu'on le pensait. La mort de Kabila, comment elle a été vécue ici, il n'y avait pas de regret, c'était en quelque sorte un soulagement, parce que les gens en avaient assez, les bombardements, la guerre, et la rébellion ne faisait qu'avancer, l'armée gouvernementale n'arrivait pas à récupérer certaines localités. Pour la population, c'était presque un soulagement. Pour moi, c'était un soulagement, parce que j'étais freinée. Je me suis même posé la question, cette nuit-là, je ne sais pas. Je me suis dit, mais pendant 3 ans maintenant, cet homme est arrivé. Mais qu'est-ce que vraiment nous avons senti? Mais rien. Et donc, je ne sais pas dire, est-ce que c'était un soulagement, est-ce que c'était... Il y a des gens qui ont dit que c'était prévisible. C'était prévisible, mais on était inquiet quand même en se disant, oui, mais maintenant qu'on l'a tué, qui va prendre le pouvoir? Alors, si la mort de Kabila n'a pas livré tous ses secrets, loin s'en faut, sa succession n'a pas livré tous ses secrets, elle non plus. Parce que Kabila est abattu et on constate que tout le monde se met d'accord sur un nom qui est celui du fils préféré de Kabila, auquel il avait donné toutes ses faveurs, il avait essayé de le former depuis longtemps. On dit on va faire venir Joseph, sur lui au moins, tout le monde se met d'accord. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Et puis alors après, on donne son fils. On se dit, mon Dieu, est-ce que c'est une monarchie ou c'est quoi? Alors on n'y comprend rien. C'est alors qu'on va dire, par rapport à la conférence nationale, où les espoirs du peuple voulaient une démocratie. Et on en arrive à un président qui vient prendre par la force, et puis c'est son enfant qui prend le pouvoir, qui hérite le pouvoir. On se dit, est-ce qu'on est avancé par rapport à la démocratie? Alors, question. Joseph Kabila n'a pas amené la démocratie, mais il a tiré les leçons de l'assassinat de son père. Alors que Laurent-Désiré Kabila avait choisi l'affrontement, lui accepte de faire progresser le pays sur le chemin de la paix. Cédant à la pression de la communauté internationale, le jeune président annonce très vite l'ouverture de négociations avec les belligérants sous la tutelle de Thabo Mbeki, président de l'Afrique du Sud. Les tractations de ce dialogue intercongolais s'avèrent longues et difficiles, mais en 2002, l'impensable se produit. Les 5 ennemis qui se battaient encore quelques mois auparavant signent un accord. Cet accord, dit global et inclusif, octroie à chacun une part du pouvoir. Joseph Kabila crée son parti, le PPRD, et il devient président du pays. Les accords de paix désignent comme vice-président Abdoulaye Yerodia, le vieux compagnon d'armes de Laurent-Désiré Kabila, Azarias Ruberwa, l'homme du RCD, Jean-Pierre Bemba, le chef du MLC, et Zaïdine Goma,
ex-porte-parole du RCD, qui représente l'opposition non armée. Ensemble, les 4+1 forment le gouvernement de transition. Kabila reste président, chef de l'État qui dirige en principe les forces armées, garant de la Constitution, mais partage le pouvoir avec les différentes forces en présence. En se regroupant au pouvoir, les 5 hommes offrent une paix relative à la population. Ils ont pour mission de réunifier le pays, d'intégrer les différentes forces rebelles au sein d'une armée et surtout d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Ça devient des gens qui se partagent l'animal qu'ils ont abattu. Et ça, c'est pas respecter les gens. Oh, le point de vue du peuple ne compte pas. L'opposition intérieure mise de côté, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais si ça peut nous aider à aller aux élections, si ça peut faire que, bon, puisqu'ils sont 4, ça va empêcher à quelqu'un d'être dictateur, oui, mais qu'il nous amène aux élections et nous allons voir. Ça c'est qui? Ça c'est qui? Kabila le père. La rébellion. Ah, on a une rébellion. Alors, on a une rébellion à Ibaki. Mais le nombre de Asalini. Bon, bon, ça il a amené un plus casse aujourd'hui, un plus casse c'est 0. Aujourd'hui, c'est 0. Il n'y a rien. Vous savez, un peuple qui débute sa démocratie n'a pas encore la maturité qu'il faut pour discerner toutes les réalités de cela. Ce qu'on est en train de faire actuellement est en train de contribuer à permettre à ce peuple-là de renforcer encore sa maturité parce qu'il distingue très bien entre ceux qui ont lutté, que nous sommes, qui ont lutté pour que cette démocratie s'instaure au pays, au Congo, et ceux qui ont d'abord mené une guerre, qui ont tué énormément de nos concitoyens, et puis qui ne parviennent pas à s'entendre. Les Congolais continuent à avoir confiance, même à confirmer encore leur confiance dans l'UDPS, le parti qui a lutté de la manière qu'ils savent, et que avec cette confiance-là, nous sommes certains que l'UDPS va sortir vainqueur aux prochaines élections. Nous sommes les rassemblements congolais pour la démocratie et démocratie signifie expression populaire. Nous, on n'a pas peur des élections, on veut bien aller aux élections parce que nous sommes sûrs que nous allons gagner quelque part. Et si nous avons été hier, il y a des raisons. Il y a eu une propagande nocive contre l'RCD. Vous savez que l'RCD a pris les armes. Ce n'était pas pour son bien ou quoi, mais c'était pour les biens de la population. Ça, au moins, vous savez. Et Kabila arrive au pouvoir. Il prend la chemise de Mobutu, les chaussures de Mobutu, les costumes de Mobutu. Il se comporte
un peu comme Mobutu, même plus que Mobutu. Mais quelque part, il y a un groupe de Congolais qui estiment qu'il faut sauver les pays. Et ils se disent non, nous, on doit aller en guerre contre celui-là. On prend les armes, on veut les chasser, on dit non, il faut négocier. Et quelque part, on négocie et on est dans un gouvernement d'union nationale. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de parti haï, il n'y a pas de parti aimé. Il y a des Congolais au sein d'un même gouvernement, d'un gouvernement d'union nationale. Je ne pense pas que ça peut être de cette manière-là. Le RCD qui n'a pas pu gérer très bien la partie qu'elle est occupée depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, le RCD prétend être un parti politique qui peut amener le Congo à un bon port. Nous, on ne pense pas ça. Aujourd'hui, si le gouvernement de transition ne marche pas, c'est à cause du RCD. Le RCD est en train de mobiliser des petits groupes qu'il a stationnés à l'est du pays pour déstabiliser toujours du Congo. Là, ce sont des présomptions dangereuses parce que de toutes les parties dirigées sous la rébellion, il n'y a que la partie RCD qui a été la mieux administrée. L'université a fonctionné tout le temps. Il n'y a pas eu d'année blanche. Alors qu'ailleurs, il y a eu même création de nouvelles entités. Vous avez fonctionné convenablement. Toutes ces parties-là ne sont pas attaquées, sauf le RCD qui est haï par les Congolais. Est-ce que vous nous prouvez que le RCD est le parti des Congolais de Rwanda? Donc, pour le moment, ça continue jusqu'au ce n'est pas une question de propagande. Le RCD a... Je ne sais pas moi, à une ethnie, à quelque chose, à des étrangers. Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes des Congolais. Si vous regardez très bien, l'RCD ne fait pas seulement partie des Congolais. Si on voit encore de près, c'est un parti-là soutenu par les Rwandais. Et s'il sait, ces mêmes Rwandais-là continuent... Écoute-moi, tu n'as pas la parole, c'est moi qui ai la parole. Les Congolais réfléchissent. Ça, c'est votre opinion, je la respecte. Mais les Congolais réfléchissent. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Mais ne veut pas dire que c'est parce que vous décrétez cela, tous les Congolais vont être derrière vous. Monsieur, qu'est-ce qu'on prendrait, selon vous, un étudiant qui s'adhérerait au RCD à ce moment-ci? La mort. C'est la mort. On doit les lapider. Mais pardon, écoutez, nous devons savoir que... Quand les États-Unis d'Amérique veulent aller attaquer quelque part, est-ce qu'ils vont seuls? Non. Les plus forts du monde vont attaquer avec des alliés. Et si les MLC aujourd'hui demandent aux Ougandais de pouvoir les aider avec des armements ou avec des hommes, ça devient un problème. Moi, je pense que c'est un faux problème. Ça, c'est un faux problème. Donc, on laisse le MLC et ses adeptes tranquilles préparer les élections à atteindre notre objectif qui est d'arriver au pouvoir, prendre le pouvoir, l'exercer, le conserver le plus longtemps possible. Voilà. Non, moi je ne suis pas pessimiste. Je crois que la population veut nécessairement que nous aboutissions de la mise en place d'un état de droit des élections. Ça c'est clair. Je crois que tous les dirigeants de ce pays le savent. Je n'ai pas encore entendu un seul dire qu'il ne veut pas des élections dans ce pays. Nous avons des personnes avec qui nous travaillons. On s'est fait la guerre pendant 5 ans. Ceux qui ont l'art d'insulter ont insulté les autres. Maintenant, on n'a pas de choix. On a les sorts communs entre les mains. Si la transition ne marche pas, on ne dira pas « moi j'étais bon, j'étais un bon ministre, j'étais un bon vice-président ». C'est l'autre. Non, c'est tout le monde. Et donc on est obligé de travailler ensemble. Je dois avouer que ce n'est pas facile parce que il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de... nous avons des backgrounds différents, nous avons même des visions différentes, pourquoi pas, nos projets de société sont différents. Mais le sort du pays est entre nos mains. Nous ne trouvons pas du tout normal que la manière d'accéder au pouvoir soit celle de la violence, de prendre les armes pour se faire entendre, pour se hisser au pouvoir. Nous sommes contre cette pratique. C'est pourquoi nous attendons et nous appelons de tous nos vœux le moment des élections pour que nous puissions élire les dirigeants légitimes sur base des projets de société.
c'est tout à fait normal que la population attend des résultats et c'est tout à fait normal que souvent, ils seraient déçus parce que pour ceux qui veulent le changement, ça arrive toujours trop tard. Ceux qui ne veulent pas le changement, ça arrive toujours trop tôt. C'est un peu, on est coincé un peu avec ce dilemme, mais nous allons continuer de nous expliquer et de rassurer le grand public que nous sommes là pour assister et aider, et nous sommes entièrement impartiels. Ça, ce n'est qu'une vie que les Quinois, les Congolais en général, voudraient vivre. Ce n'est qu'un mythe, c'est même pas une réalité, parce que les Quinois n'ont pas une vie décente. Nous, on a terminé les études. On n'a pas du travail. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des investisseurs. Maintenant, ce sont les seigneurs de guerre qui doivent régner dans le pays, ça ne va pas. Et ceux qui ont mené la transition, l'opposition politique non armée, où serait leur place? On nous prend des gens que nous n'avions jamais connus dans l'histoire du pays, les gens comme des Zaïdi Ngoma, on les met des vice-présidents. Ça ne va pas. Est-ce qu'il y aura des élections dans ce pays? Avec quel ventre, quelle personne, qui peut voter? Celui qui a faim ne saura pas voter. On va voter comment? On n'a rien pour voter. On va nous donner un polo, on va nous donner une bière et nous finirons par donner nos voix à celui-là qui va nous donner à manger. Donc c'est un peu ça. Les élections, oui, mais pas comme l'indépendance. On a fait croire aux Congolais qu'avec l'indépendance, les gens mangeraient très bien, les gens seront égaux aux Blancs. Ce n'était pas ça, les gens ne feront plus l'agriculture. Mais aujourd'hui, là, le Congo est par terre. On vient avec une notion de mots nouveaux, les élections. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que les élections. On n'a pas de route. On ne sait même pas arriver dans le fond du village. Comment on va voter? Pona koyeba mokonzi na biso président de la République ya Congo toyebi nano yete po photo pe pona koyeba ye photo na ye ezali awa na biso te nani po ya kopesa biso photo na ye po totala ye photo te toyokaka ye ata mongongo te mais tokoconsidere boni ke ye azali papa na biso po papa alobaka pe na bana papa atalaka pe bana mais toyebi te toyokaka beke kabila kasi tolobaka yango kaka boye ke kabila mais tomoni nano ye boye te ou bien photo na ye po tososolaka oyo azali président na biso ndenge bazali kolobaka akufa biso toyebi te ke Mobutu akufa tozali kokanisa Mobutu amibomba quelque part pe akobima tozali nano trop sûr te ke Mobutu akufa po tomona ebembe na ye te toyokaka asango akufa mais tozali kondima te toyebi ke Mobutu azali en vie. Ebembe na ye tomona ebembe na ye bongo tondima okola tomoni nano ebembe na ye te tondimi nano te soki mpona maloba te ke Mobutu akufa soki ye mpe atiaki candidature ngai nakopona be Mobutu mpona condition ya kimia mpo biso tomonaka mandoki te banda biso tobota miawa epai na biso me likambo ya somo tomoni mandoki basoda bon kobotola biso biloko
Bon, soki ovandi na kimia te. Ata bazali kopesa bomengo ndenge nini okosepela te, malamu likambo ya liboso, bomengo ya liboso ezali kimia. Ce que nous voulons, c'est de vivre en paix, de travailler et de vivre un peu heureux dans notre pays. Nous n'avons pas besoin de guerre, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit. Nous en avons assez. Hein? On n'a pas construit ces pays. Lorsqu'on va encore les détruire à cause des guerres, voilà ce que ça peut nous amener. Donc la responsabilité de la communauté internationale est très grande, qu'elle nous accompagne jusqu'au bout, qu'elle ne nous abandonne pas. Et si ça ne tient pas, qu'on nous mette même sous tutelle. Nous sommes d'accord, même s'il faut qu'on nous recolonise, ça ne posera pas de problème, pourvu que nous puissions vivre en paix. En voyant la situation d'aujourd'hui, on voit que les gens ont perdu un peu la dignité. On trouve un professeur d'université, un professeur d'école secondaire, un agent de l'État qui viennent te demander de l'argent pour traverser le fleuve ou bien pour un transport en ville. Et on voit que le fait qu'ils ne sont pas payés, donc qu'ils ne sont pas considérés à l'intérieur de l'État, à l'intérieur de la société dans laquelle ils vivent, désormais aller demander et mendier est devenu facile, est devenu normal. Et je crois que c'est le résultat, entre autres, des 30 ans de moboutisme, entre autres. Par exemple, quand Mobutu arrivait ici, les militaires n'étaient pas payés, mais ils donnaient un casier de bière à chaque famille de militaires, un casier de sucré, de pagne pour les femmes. Et bon, la chose s'est passée comme ça, alors qu'ils auraient eu droit à avoir d'abord un salaire. Et je vois aussi que suffit que quelqu'un ait une importance à peine supérieure à l'autre, que bon, il peut l'exploiter, il peut faire ce qu'il veut. Et je trouve que cela a mis les gens un peu par terre. Les creuseurs, nous qui creusons, nous souffrons. Et il faut voir d'abord la température d'abord, parce qu'on creuse comme ça et on avance. Et lorsqu'on avance, à une température un peu que l'homme ne peut pas supporter, il y a des professeurs, il y a des licenciés, il y a des gradués, même des diplômés de D6. Ils sont là. Ils ne savent pas quoi faire. On fait 3 mois d'impayement. De 3 mois, on vous paye 1 mois. Et un mois là-bas, je touche les salaires plus ou moins de $60. Pourquoi? Est-ce qu'on est des esclaves? C'est quoi? C'est pour cela que je dis que le Congo, c'est la carrière. C'est la carrière où tout le monde est en train d'exploiter. Il prend son truc, il part, c'est tout. Il y a des minéraux ici qui coûtent cher. Mais vous voyez comment est-ce que nous vivons. Mais est-ce qu'il y a un ministre qui quitte Kinshasa pour venir d'abord ici? Il faut poser cette question. Combien de ministres ont le souci de descendre ici, de voir d'abord comment les jeunes gens souffrent? C'est ce que nous voulons d'abord dans ces pays. Qu'on puisse, les gouvernements puissent être responsables. Nous cherchons d'abord un gouvernement responsable, digne d'être responsable, parce qu'un père de famille doit savoir comment gérer ses enfants. Un parent qui ne sait pas gérer ses enfants, c'est un parent irresponsable, donc il n'est pas digne d'être parent. C'est ça que nous sommes retrouvés ici. C'est vrai. Hein? Nous sommes retrouvés ici comme des enfants abandonnés. La responsabilité des Congolais, elle est majeure. Les Congolais sont responsables d'abord, le numéro 1, de tous les désordres que nous connaissons actuellement. Les Congolais ont des discours. Un discours lorsqu'il n'est pas encore au pouvoir et un autre discours une fois au pouvoir. Or, les Congolais, les dirigeants, ils voient dans un premier temps leurs propres intérêts. Alors que la population
croupis dans la misère la plus totale. Vous vous imaginez, lorsqu'on va payer à quelqu'un, un parlementaire, 1500 $, alors que le chef de division n'a même pas 10 000 francs congolais. Donc 10 000 francs congolais, c'est moins de 30 $. Vous voyez l'écart. C'est vraiment énorme. Alors, les militaires d'ailleurs, le militaire a à peine, je crois, 15 $. Vous voyez, tout ça, cet écart-là fait que nous puissions dire que non, ceux qui sont au pouvoir, ils sont là seulement pour leurs propres intérêts, mais ils ne sont pas pour les intérêts de la population. Ce sont les composantes qui dirigent. Que ça soit bon ou mauvais, nous allons toujours accepter. Puisque c'est comme ça, les accords, un accord reste un accord. Ce que nous attendons maintenant, ce sont les élections, puisque dans aucun pays du monde, nous avons vu 4 ou 5 présidents. Il n'y a personne qui décide. Tout le monde est comme ça, en l'air. Peut-être c'est les prix de leur guerre. On leur paye maintenant, ils sont au gouvernement. Qu'est-ce que nous pouvons maintenant dire? Nous allons seulement crier les élections, attendre, crier, demander à ce que les élections aient lieu. Et quand? Le message que j'adresse au peuple congolais, bien sûr, c'est d'abord de rassurer qu'il y aura des élections. Nous travaillons jour et nuit pour qu'il y ait tenue effective des élections. Ces élections, nous les voulons libres, transparentes et démocratiques. Ceux qui auront gagné ces élections, parce que forcément, il y en a un qui va gagner ces élections. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas lui qui a gagné les élections. C'est la nation qui a gagné les élections. C'est la nation qui a triomphé d'une bêtise de 4 décennies. Ce sont les premières élections libres et transparentes depuis l'indépendance. C'est un moment historique. Tous, nous voulons des élections. Et je pense que là-dessus, c'est vrai que la population est très impatiente de voir des résultats palpables. Je pourrais dire qu'il y a des bons résultats que le gouvernement a pu obtenir. Il y a bien sûr encore beaucoup de choses à faire. Quel est le gouvernement, quel est le pays qui n'a pas de problème dans ce monde? Ça n'existe pas. Voilà une œuvre de reconstruction, justement, à laquelle nous nous attelons. Rendre public, rendre évident dans la tête de la plupart des gens de notre peuple qui est quoi, pour que les élections soient vraiment transparentes, démocratiques et comment l'autre adjectif, c'est quoi? Libre, etc. Bon. Nous avons promis la fin des hostilités, la fin de la guerre. Je crois bien que jusque-là, c'est chose faite. Nous avons aussi promis au peuple congolais la réunification du pays. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et nous avons promis au peuple congolais l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques. Et ça sera chose faite d'ici avant fin 2005. Les élections n'ont pas eu lieu en 2005, mais l'accord de transition autorise leur report jusqu'au 30 juin 2006. Entre-temps, 25 millions de cartes électorales ont été distribuées. Les Congolais ont accepté par référendum la nouvelle constitution de leur pays. Pour la seconde fois depuis l'indépendance, les Congolais vont voter. Nous attendons les véritables Congo démocratiques. Ça, ce n'est pas le Congo démocratique. Ce sont les drapeaux de rebelles. C'est fini, je vous dis la vérité. Voilà. Un an après le Congo de Kabila. Ça, c'était le Congo de Kabila. Maintenant, nous entendons la République démocratique du Congo. Nous sommes des véritables Congolais. Alors nous attendons qu'on puisse nous remettre notre pays. C'est tout. Congo, Congo na biso ye, etonda nkita, barichasse ndenge na ndenge. Tina nini ye, tokufa nzala,
tonyokwama mpona kongo na biso ye kongo na biso ye mboka ya bankoko mboka ya nsomi kongo na biso ye kaka ya biso moko ye kongo na biso ye tokowela nini yo kongo na biso ye kasi mpona nini tobomana tonyokwama mpona kongo na biso